Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Aujourd'hui, on va évoquer la Distill News, la Distill News 108 qui s'appelle Yuzu is the New Orange, une édition qui est proposée cette semaine en partenariat avec Maison Ferrand, donc un grand merci à eux pour le soutien. Et pour l'occasion, je suis accompagné de Alexandre Moriguet, qui est justement je dis n'importe quoi direct, qui est Area Manager, pardon, France et Dom-Tom chez Maison Ferrand. Donc salut Alexandre, merci de te joindre à moi. Eh bien, salut Frédéric, merci pour l'invitation et c'est toujours avec plaisir en tout cas. My pleasure. Et du coup, on va évidemment évoquer des actus de Maison Ferrand, mais pas que, puisqu'il y avait aussi pas mal d'autres choses dans la newsletter. Et je te propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Super, allons-y. Alors, première actu, c'est le genre de truc un peu fun que j'aime bien relayer dans la newsletter. C'est en fait une distillerie a priori japonaise qui a fait un partenariat avec Krispy Kreme, en fait une boîte de donuts qui je crois même a des boutiques en France. Et le principe, c'est en mode développement durable actuel. Qu'est-ce qu'on fait des beignets qui n'ont pas été vendus ou quoi? Et pourquoi pas aromatiser un gin avec. Donc voilà, un petit projet que je trouvais sympa, ça s'appelle Little Joy Spirits. D'accord, intéressant. On sait si ça va arriver par chez nous en Europe ou c'est réservé justement à leurs marchés locaux? J'ai beaucoup de doutes que ça arrive jusqu'à nous, mais D'accord. voilà, en tout cas, ça peut peut-être inspirer. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que chez Maison Ferrand, d'ailleurs, vous avez des projets un peu comme ça d'upcycling entre toutes vos prods? Je ne sais pas. Alors oui, on est toujours en réflexion, surtout quand il s'agit de pouvoir réutiliser des éléments et recycler des éléments. Après, c'est vrai que nous, sur les projets de développement, on essaye de rester, on va dire, fidèle à ce qu'on aime faire, notamment quand on développe un gin, on aime faire des choses qui soient respectueuses du produit, du gin, que ça reste autour du genièvre. Donc, je ne suis pas sûr que Alexandre développerait un gin avec des financiers ou des gâteaux locaux. Mais bon, la créativité est toujours fun, donc ça peut toujours être rigolo de mettre une bouche dessus. Mais bon, effectivement, Pourquoi pas. pourquoi pas. Voilà, donc là, c'était la petite news originale. Après, ce qui se fait souvent, c'est à base de, je sais pas, de bière périmée ou de choses comme ça. Euh, En tout cas, bon. À suivre, voilà pour cette première petite actu. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Alors, on reste dans les trucs originaux que j'aime bien relayer. Ça s'appelle Oak Packer. Et en fait, là, c'est un whisky qui a pour particularité, c'est qu'en fait, l'eau de réduction, alors eux, ils disent même eau d'infusion. Voilà, donc il y a du wording un peu spécial. En fait, c'est de l'eau qui est récoltée, entre guillemets, dans l'atmosphère. Donc, en fait, c'est l'humidité de l'air par un procédé, je ne sais pas lequel, est récupérée. Et ils utilisent ça pour réduire leur whisky. Voilà, toujours avec cette démarche un peu développement durable, justement. Plutôt que d'aller pomper l'eau dans la nappe phréatique ou quoi, on la prend dans l'atmosphère. Bref. Ok, intéressant. Dans le style, on sait que déjà certains remiers, notamment, je pense aux Antilles françaises, réduisent avec de l'eau de pluie. Ça, c'est des Ouais. choses qui se font régulièrement. Mais je serais curieux de connaître le système technique qui permet de récupérer l'humidité dans l'air. Mais dans tous les cas, si c'est positif et que ça évite de pomper l'eau des nappes phréatiques qui, on le sait, seront bien utiles, à mon avis, sur la saison chaude arrivante, c'est toujours positif, c'est génial. Ouais, on a même une petite news pas très positive là-dessus un peu plus tard. Mais voilà, moi ça me fait penser à un autre truc, je sais pas si tu avais vu passer ça il y a quelques années, c'est une distillerie à San Francisco qui prétendait, enfin qui avait apparemment un système pour recueillir l'humidité du brouillard de San Francisco. Et voilà, et qui faisait sa vodka avec ça. Très bien, intéressant. Donc j'ai oublié le nom exact, mais c'est hangar quelque chose. Ok, non, j'avais pas entendu, mais c'est toujours curieux, mais pourquoi pas. On ne manque pas de créativité. Ok. Qu'est-ce qu'on a de bon ensuite? Alors, on est sur des choses plus classiques avec Buffalo Trace qui a annoncé un nouveau. Alors, on connaît le WL Weller, un peu le bourbon très prisé avec du maïs, avec du maïs évidemment, mais avec aussi du blé dedans. Et donc là, il lance une nouvelle édition. Alors, je crois que c'est une collection un peu qui va être tous les 2 ans. Et sous le nom, cette fois, Daniel Weller, qui est le grand-père de William Larue Weller. Voilà, donc ça veut dire il se passe des choses chez Weller. Je sais que c'est un peu compliqué d'avoir des bouteilles actuellement, donc bon, peut-être le signe qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Ouais, puis là, pour le coup, c'est très réussi. En tout cas, niveau packaging, je trouve titre personnel, je trouve la bouteille extrêmement sympathique et très réussie.
Et oui, on a un engouement Bourbon en ce moment en France qui est assez dingue, et notamment autour de la marque Weller. Pour être au contact régulier des cavistes, c'est vrai que c'est des bouteilles qui sont aussitôt mises en rayon, aussitôt vendues. Donc, belle réussite en tout cas pour des très beaux produits. Et non, c'est top. Ça me fait en parlant de la bouteille, elle me fait un peu penser à celle de Plantation, celui que j'avais chez Icave justement, là, c'est le XO, le 20 ans. Le 20e anniversaire, ouais, on a Ouais. sur le XO, alors nous, on a un petit col derrière un nec qui sera un tout petit peu plus bas. Mais effectivement, au niveau des épaules et de la forme, ça peut y ressembler un petit peu, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, Daniel Weller, ça s'appelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Ardray. Alors là, en fait, il s'agit d'une nouvelle marque de blend écossais. Et c'est Beam Suntory qui lance ça. Donc, un Beam Suntory qui fait du blend. Voilà. Donc, on rappelle Beam Suntory, ils ont Bowmore. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont Lafroig. Apparemment, là, c'est un blend des Highlands et des Lowlands. Et c'est fait en partenariat, il me semble, avec Edrington. Edrington qui a notamment The Macallan, The Glenross et d'autres choses comme ça. Donc voilà, un nouveau blend écossais qui arrive, et ça, c'est un lancement mondial. Donc ça devrait arriver en France. D'accord. Et on connaît leur volonté de positionnement en termes de réseau, si ce sera un produit qui sera plutôt sur les réseaux prescripteurs ou plus sur des réseaux. Alors là, Non, ça, on ne sait pas encore. je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, au niveau prix, on sait que c'est du 60 pounds. Donc voilà un peu pour le. Ok. Ils ont un positionnement prix déjà. Ok, intéressant. Ok. Voilà, 48% d'alcool. Donc à découvrir, je pense peut-être dès cet été, hein, mais à suivre. Ensuite, on reste sur le whisky avec une news. Donc ça s'appelle Never Say Die Bourbon. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette marque, mais elle m'amuse un peu parce qu'en fait, ils disent que c'est du Bourbon anglais. Et en fait, l'explication, c'est que c'est distillé aux États-Unis, dans le Kentucky, c'est mis en fût là-bas. Ensuite, c'est vieilli en mer, D'accord. c'est ramené en Angleterre, donc vieilli sur un bateau, et c'est fini du coup à la White Peak Distillery, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est White Peak Distillery en Angleterre. Voilà. D'accord. Donc, avec tout ça, ils disent que c'est du Bourbon anglais. D'accord. Très bien. Après, d'un point de vue législation, au niveau du vieillissement, je ne sais pas ce que dit le Bourbon américain au niveau. Peut-être qu'ils ont les 3 ans peut-être obligatoires de vieillissement dans un Alors, là. alors le Bourbon, tu n'as pas. Le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit vieilli dans un fût de chêne neuf américain. Ok, c'est la Et seule. finalement, voilà, ça peut être vieilli même 10 minutes. Techniquement, ça peut. Voilà. En Europe, on ne pourra pas dire que c'est du whisky, mais par contre, on peut appeler ça Bourbon. Et l'étiquette stipule Bourbon whisky. Donc, bon, a priori, tout est fait dans les règles. Et voilà, il y a tout ce petit truc en plus de vieillissement en mer plus affinage en Angleterre. Ok, très intéressant. Et puis aussi, comme d'habitude, j'imagine la forte proportion de maïs, un minima 50, j'imagine. Donc, Ouais, là, c'est 64% exactement, 24% de seigle et 12% d'orge maltais. super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une petite news RTD avec Engine. Je ne sais pas si c'est récent ou pas. En tout cas, je l'ai découvert tout récemment. C'est Engine qui fait un gin tonic en canette, du coup. Ok. Donc Engine qui est un gin italien. Un petit truc un peu fun, entre guillemets, mais c'est que c'est un format de canette, je crois, qui fait 237 millilitres. Donc c'est très, très spécifique. D'accord. Et puis, malin, ils ont repris le code de leur bouteille, hein, totalement. Donc, d'un point de vue marketing et d'un point de vue communication, c'est malin. Et puis les RTD, on voit aujourd'hui que c'est des choses qui fonctionnent. Alors après, j'ai du mal à mesurer le potentiel total de ces produits. Nous, on avait hésité chez Maison Ferrand, mais c'est vrai que finalement, on était revenu sur, on avait décidé de ne pas le faire. Donc bon, D'accord. rien n'est arrêté pour nous, mais c'est vrai que dans un premier temps, on avait préféré regarder un petit peu ce qui se passait. Mais en tout cas, c'est bien réalisé ce qu'ils ont fait, Engine. Ouais. En tout cas, moi, ce que je vois dans toutes les études que je vois passer un peu quotidiennement ou chaque semaine, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau des RTD. Autant Hard Seltzer, on va en parler tout à l'heure, mais ça a l'air de avoir atteint un plateau. Autant les RTD, les cocktails, c'est le truc un peu qui ressort tout le temps là. Mais du coup, petite question subsidiaire, parce que dans ma veille, il me semble avoir vu qu'en Australie, il y a des RTD plantations. Alors, on a déjà fait des choses ponctuelles.
Ouais. Mais c'est vrai qu'en Australie, en plus, on travaillait très bien avec EcoSpirit. Donc effectivement, il y avait une possibilité peut-être plus facile de faire des RTD, mais c'est pas nous qui l'avons fabriqué. En général, c'est peut-être notre distributeur qui a fait ça localement, comme tu as parfois des initiatives locales qui sont faites par pays. Mais en tout cas, rien n'a jamais été fait par nous directement Maison Ferrand. Et si c'est fait derrière en local, c'est pour des distributions locales, entre guillemets. Tout comme tu vois, il y avait une année, on avait des glaces qui avaient été faites au UK avec D'accord. une plantation de parfums daiquiri, parfums pina colada, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui restent ponctuelles et qui sont destinées, entre guillemets, sur des marchés spécifiques. D'accord. C'est pas un espèce de aussi, je sais pas, de la R&D pour Maison Ferrand Non, qui non, on peut-être, a du tout, du tout, du tout. On s'était posé la question, alors nous, pour aller un peu plus loin sur du RTD, mais plus sous forme de keg. Tu vas notamment faire des kegs de gin tonic, des choses comme ça qui seraient à mettre à disposition dans les bars. Quelques marques l'ont déjà fait. On réfléchissait là-dessus. Après, c'est vrai que c'est des solutions compliquées à mettre en avant. Tu as pas mal d'éléments sur la tenue de ta bulle, la conservation, tout ça. Donc, mais on réfléchit encore pas mal sur ces sujets-là. Ouais. d'accord. Du coup, avec un tonic, que vous produiriez vous-même ou, Pas forcément, on cherchait justement des partenariats parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ni le savoir-faire ni l'infrastructure pour produire des toniques. Mais par contre, on cherche avec un partenaire, pourquoi pas, ouais. OK. Bon, à suivre en tout cas, clairement, il y a une tendance donc, peut-être Maison Ferrand plus tard. Et en parlant de Maison Ferrand, bah, écoute, je te propose, c'est qu'on évoque les 2 nouveautés, 2 grosses nouveautés là qui sortent, actuellement en France. Et on a une première qui est, en fait le donc, Ferrand Dry Curaçao Yuzu Late Harvest, voilà, je l'ai dit. Absolument. Donc la nouveauté, c'est donc on connaît le Dry Curaçao, le classique orange et classique pour les Mai Tai, pour, pour Pour les des margaritas, exactement. pour les sidecars, pour toute la panoplie de cocktails classiques où le curaçao est souvent utilisé, les triples secs. Tout à fait. Voilà. Et donc là, on a annoncé, qu'il y a, une version Yuzu qui arrive, donc qui a été présentée l'an dernier à Tales of the Cocktail. Je me souviens, j'avais vu ça passer ça un peu discrètement, mais c'était là. Et maintenant, donc ça va être dispo via la Maison du Whisky. Voilà, est-ce que tu as peut-être des choses, à dire plus spécifiquement sur le produit? Ouais, tout à fait. On avait fait une version, donc une V1 qui avait été, comme tu le dis bien, qui avait été présentée et qui était réservée au marché américain l'an dernier lors de Tales of the Cocktail. Et c'est vrai qu'on avait eu une très belle réception d'un point de vue des consos, d'un point de vue aussi des professionnels. Et ça nous a donné envie d'en refaire, mais un petit peu plus pour pouvoir le proposer aux autres marchés, notamment à l'Europe et l'Asie. Et, euh, et c'est comme ça donc, que notre service R&D et notre service de prod a travaillé pour pouvoir produire un nouveau batch qui sort là justement, qui est disponible en Mmh. ligne depuis hier matin sur le site de la Maison du Whisky, comme tu le dis. Et disons que pour nous aussi, l'an dernier, c'était pour fêter les 10 ans de la création du Curaçao classique, puisque le Mmh. Curaçao classique a été créé, Alexandre, avec David Wondrich, l'a développé, l'a créé en 2012. Et donc, c'était un petit peu pour fêter les 10 ans l'année dernière qu'on a voulu le twister nous-mêmes avec du yuzu. Et là, cet été, effectivement, on en a refait un petit peu plus. Ouais. Top. Et donc c'est distillation de yuzu qui ont été macérés dans de l'alcool. Exactement. C'est assemblé avec, des cognacs et brandy de la maison et il y a aussi une infusion de vanille, c'est ça? Exactement. On va travailler donc sur la distillation, sur les infusions, sur plusieurs éléments, plusieurs strates. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler le yuzu entier et également les écorces, mais séparément. L'intérêt, c'est d'obtenir vraiment une intensité au niveau du profil aromatique des yuzu. Les yuzu, en fait, on a travaillé avec l'agrumiste qui est au Maroc, où on a sourcé l'ensemble de nos yuzu pour avoir des yuzu de très bonne qualité et qui soient extrêmement aromatiques. Et c'est vrai que le travail est très bien réussi. Moi, je l'ai juste à côté de moi. Et même, c'est marrant, je me suis amusé à le faire juste avec un tonic, tu vois, en yuzu Ouais. tonic. Et c'est super agréable. Tu as vraiment ce goût du yuzu qui est très frais, qui fonctionne super bien. Mais effectivement, un gros travail de macération et de distillation derrière autour de ce fruit. Ouais. J'ai vu ça et puis un autre petit détail technique, pour ceux que ça intéresse, c'est que donc c'est dosé 170 grammes par litre, là où, habituellement sur les liqueurs, c'est plutôt 200. Exactement. Voilà. Et j'invite tout le monde là sur Destinews, j'ai fait un petit article justement où il y a même une petite infographie justement qui détaille tout ce process de production, qu'on vient de décrire là rapidement. Exactement, ouais. Hem, Mais, voilà, voilà. et puis effectivement, la volonté de le sucrer un petit peu moins, ce qui est chouette aussi. Et c'est pour ça que pour le coup,
en yuzu tonic, il est très agréable parce qu'on a un petit peu moins de sucre qu'à l'habituel avec un triple sec classique et c'est assez agréable. Top. En tout cas, moi, j'ai pu le goûter au stand de la Maison du Whisky, justement, à Cocktail Spirit, et très agréablement surpris. Je pense que la plus grosse crainte quand je pense à yuzu, c'est que ça soit trop fort, en fait. Le Ouais, yuzu, c'est quand même très prégnant. Et là, en fait, non, c'est beaucoup plus subtil que je c'est pensais. effectivement, c'est tout ce travail d'assemblage, de dosage et d'équilibre qui, à travers les différentes strates au niveau du process de fabrication que met en place l'équipe de prod, te permet d'équilibrer et vraiment d'aller chercher un équilibre qui soit, qui soit parfait. Parce que derrière, on reste sur une liqueur, sur un triple sec un peu twisté, mais on reste quand même sur un triple sec. Donc, il ne faut pas être sur une eau de vie yuzu qui prendrait vraiment le pas sur ton équilibre général et ne pas oublier que ça reste un produit qui va être principalement utilisé pour faire des twists de margarita, des twists de Mai Tai, de sidecar. Donc, il faut vraiment garder un équilibre de base pour rester sur un triple sec. Top. Bon, en tout cas, à découvrir, comme tu l'as dit, donc c'est depuis. Donc là, on enregistre, on est le mardi 13 juin, pas février, n'importe quoi. Et c'est dispo, donc tu dis depuis ce lundi. Hein. Tout à fait. Pour une météo pour février, ça serait compliqué, tu vois. Donc, Ouais. Il fait bien chaud. Et un autre truc que j'ai goûté à Cocktail Spirit, c'est aussi l'occasion d'en parler, c'est que vous avez sorti aussi, alors là, du coup, c'est chez Citadel, c'est rouge. Absolument, ouais. Citadelle Rouge. Donc, ouais, c'est une nouvelle référence qu'on a sortie et qu'on a lancée il y a à peu près il y a 15 jours. C'est tout frais, tout récent. Et donc là, l'idée, c'était d'apporter une nouvelle référence permanente. Alors nous, à titre sur le marché français, d'apporter une nouvelle référence permanente destinée au marché prescripteur, donc uniquement cavistes et restaurateurs et barman, bien entendu. L'idée pour nous, alors avec Citadelle Rouge, ça a été vraiment un peu un pari et ça a été, on a voulu aller changer un petit peu ce qu'on faisait avec Citadelle, notamment rester sur le profil très traditionnel de la genièvre, de l'intensité de cette baie où là, on a voulu vraiment tourner autour, mais en apportant une nouvelle complexité autour des fruits rouges, où on a travaillé sur des infusions de différents fruits rouges, qui sont la mûre, la framboise, la myrtille, la cranberry, et on a travaillé avec de la rhubarbe également. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher voilà, cette fraîcheur du fruit rouge, et bien entendu, avec l'équilibre de la genièvre, ce qui fait que quand tu le sens, quand tu le dégustes, tu as cette intensité des fruits rouges, mais vraiment avec ton épine dorsale qui reste le genièvre, qui montre qu'on est vraiment sur un gin et qui te permet de garder un équilibre en gin tonic. On en est assez content. On a eu la réception au niveau du public, c'est-à-dire même au niveau des pros, des consommateurs, a été vraiment top. On a été en rupture de stock au bout de 5 jours sur la distribution du marché français avec notre distributeur qui est la Maison du Whisky qui s'est empressé de repasser une commande très rapidement. Lors de mes dernières tournées, la semaine dernière, on l'a présenté à différents pros, même à des amateurs. Et vraiment, l'accueil est très, très positif. Donc, on est très content. On espère que ça va continuer. Ça démarre. C'était un bon moment en termes de saisonnalité pour présenter un gin, puisqu'il commence à faire beau. Et un gin tonic, c'est quand même vachement agréable quand il fait un peu chaud. Donc non, c'est vraiment top. Ouais. C'est vraiment top. J'en mets un à l'image. C'est vraiment top. Non mais top, petite précision, alors il s'appelle rouge, mais il n'est pas rose ou exactement, c'était un petit peu le côté fun qu'on aime toujours garder chez Maison Ferrand parce qu'on fait des choses sérieuses mais sans se prendre au sérieux. C'était de l'appeler rouge, mais de le garder en coloration, on va dire sans coloration, puisqu'aujourd'hui on a fait beaucoup de recherches et même des essais. Et malheureusement, pour stabiliser avec de la couleur naturelle, c'est très compliqué dans le temps. Et bien entendu, tu es obligé de venir le colorer chimiquement et c'est quelque chose qu'on ne voulait vraiment pas faire. Donc finalement, c'était un petit peu le décalage de l'appeler rouge, mais qu'il ne soit pas rouge. Moi, j'aime bien en France parce que ça me permet d'aller voir les cavistes et de leur proposer de boire un petit coup de rouge. Donc ça leur change un petit peu, ça leur fait une petite surprise. Donc on joue aussi autour de ça, quoi. Eh ben, bravo. En tout cas, moi, mon ressenti, c'est que c'était, je pense que c'est un gin. Alors, tu me dis que c'est uniquement chez les cavistes, bars et tout. Mais je pense qu'il a ça de très fort, c'est qu'il est, pour quelqu'un qui peut-être est réticent par rapport à la catégorie, je pense que c'est peut-être le produit parfait pour être introduit à la catégorie, justement. Qu'il est vraiment, enfin, je sais pas, j'ai envie de dire, alors rien de péjoratif, mais
que c'est un peu comme la grenadine du gin, quoi. Non, mais c'est Voilà. c'est top et je vois pourquoi tu le sais, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui, de par son profil très marqué sur les fruits rouges, le rend extrêmement gourmand. Alors, je dis gourmand, mais on reste sur un dry gin, bien entendu. C'est un produit qui est complètement sec, mais c'est vrai que ces effluves de fruits rouges très agréables t'amènent une certaine gourmandise que tu n'aurais peut-être pas et que tu n'as pas effectivement dans un gin comme notre original, le Citadel original, qui est plus brut, plus sec, plus genièvre et qui peut être effectivement plus segmentant et plus clivant auprès d'un public non amateur de gin. Voilà, donc petit tips peut-être pour les cavistes ou bartenders, hein. Si quelqu'un vous dit qu'il ne supporte pas le gin, eh ben, peut-être c'est peut-être l'occasion de lui, de lui présenter celui-là. Voilà, voilà. Très bien. Je te propose qu'on reprenne un peu le fil sur des actus un peu plus business maintenant, avec les Brand Champions 2023. Donc ça, c'est Spirit Business qui a lancé ça. Il y a une semaine avant, il y a eu Drinks International qui a aussi publié un rapport comme ça, où en fait, ça présente les marques qui vendent plus d'1 million de caisses à l'année, Mm. avec en tête du classement, c'est une marque de chouchou donc coréen qui fait plus de 100 millions de caisses à l'année. C'est absolument hallucinant. Euh, alors, je ne sais pas si je peux réussir à afficher ça proprement à l'écran, mais bon, en tout cas, pour ceux qui voudraient voir le classement plus en détail, ça se passe donc sur distillenews.fr. Il y a évidemment tout ce qu'on vous évoque là, tout est sourcé. Voilà, donc 1 million de caisses minimum. Là, on est sur du 100 millions, c'est un truc de fou. Je crois que la deuxième marque, ça doit être, c'est peut-être White Claw avec les hard seltzer, mais bon, on est sur une autre catégorie. Ouais, tout à fait. Et voilà, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas vu Citadel, Plantation ou quoi dans le classement. Est-ce que vous en êtes loin Oh, bon, oula, on en est extrêmement loin et ça ne nous gêne pas dans un premier temps d'en être loin parce que ça nous permet de continuer à. Je pense que le jour où on fait 100 millions de caisses avec Citadel, même si notre distillerie est belle, flambant neuve avec 9 très beaux alambics, il faudra sûrement en avoir un petit peu plus. Et puis aujourd'hui, ça nous permet de continuer à travailler comme on aime le faire. Donc, c'est pas un problème de ne pas être dans ce classement, mais bon, on le regarde quand même de loin. On a aussi envie voilà, on a toujours envie de se développer. Donc Donc voilà. non, ouais. Donc pour être précis, c'est 100 millions, 100 millions et 900 000. Ouais, c'est ça. Pour Jinro. Deuxième, c'est White Claw avec 59 millions. Donc on voit qu'il y a un énorme gap déjà entre le premier et le deuxième. Puis après, on tombe sur du 30 millions, sur des. Bon, on a Smirnoff après qui est du 28 millions. Voilà le genre de marques qui apparaissent. Mais en tout cas, bon, si vous voulez le détail, je vous invite vraiment à checker les sources dans la newsletter. Hop, là, petit problème d'affichage. Next, bah tiens, on parlait de White Claw à l'instant. Et bah White Claw, donc le hard seltzer star un peu. Bah, j'ai une petite data là qui est surgie là quand je faisais ma veille cette semaine, que j'ai trouvé assez hallucinante. C'est qu'en fait, White Claw, donc on sait que c'est la marque pionnière et qui domine le segment aux États-Unis. Bah apparemment, ça représenterait quelque chose comme 57% de part de marché. Alors, est-ce que j'ai le chiffre là? Voilà. Apparemment, il y aurait 57% de part de marché. Et là où ça devient marrant et que ça donne encore plus d'ampleur aux chiffres, c'est qu'apparemment, ils ont compté que c'était genre sur l'année 2023. On parle vraiment 2023, sur les premiers mois de l'année. Ils ont déjà écoulé 16 millions de caisses, soit déjà 1 million de plus que 350 autres marques concurrentes. Voilà. C'est dingue. Ouais. Et 57%, tu parles sur des parts de marché sur les États-Unis ou sur l'ensemble Alors là, je t'avoue, je ne saurais pas dire, mais bon, il y a moyen. Ouais, je pense que sur les US, ça peut être assez clair. Bon, il y a un Trulli derrière, mais je crois qu'il y a vraiment ce gap. Mais le côté, genre, c'est plus que 350 marques concurrentes c'est énorme. C'est combinées. dingue. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que, bon, je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de goûter des hard seltzer. Est-ce que c'est une catégorie qui te séduit ou Écoute, pas, alors, potentiellement? je pense pas être la cible en tant qu'amateur de spiritueux et en tant que, on va dire, initié à faire des cocktails grâce à tous les bartenders avec qui on est au contact. Je préfère encore prendre 3 minutes à titre personnel et faire mon cocktail à la maison que d'acheter des hard seltzer. Mais on comprend aussi qu'il puisse y avoir, pour des personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de s'embêter à faire un cocktail, je comprends qu'il y a un marché. Chez nous, j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu plus timide.
que Ouais. ce que ça peut être dans les pays anglo-saxons notamment, qui ont aussi cette fibre au niveau des cocktails qu'on a un peu moins en France, hein, clairement. Ça peut être aussi lié à ça. Mais en tout cas, c'est une catégorie qui est assez intéressante. Ouais. C'est une catégorie qui est assez intéressante. Clairement. Bon, en tout cas, moi, d'un point de vue strictement veille, autant il y a 2 ans, j'avais l'impression que toutes les semaines, j'avais une actu à balancer dessus. Même en France, tiens, je sais pas, Pernod Ricard qui lance son hard seltzer, tel ou tel producteur indépendant qui en lance un en France. Et depuis, Ouais, c'est le calme plat, j'avoue. Puis on voit même que White Claw, tu vois, je me demande s'ils n'ont pas pivoté un peu ou ils ont entamé un pivot dans le sens où ils ont lancé White Claw Distilling, tu vois, avec une vodka. On voit qu'ils lancent des vodka soda plutôt que de dire hard seltzer, ils disent vodka soda, tu vois. ok. Ce qui permet de mettre en avant aussi le fait qu'ils ont une vodka et que la vodka soda est faite à partir de la vodka. Il y a Truly, leur concurrent, qui fait apparemment un peu les mêmes moves. Ok. Donc voilà, peut-être que c'est une catégorie qui décollera jamais en France. On passera au RTD direct, enfin au C'est vrai cocktail. qu'en France, moi, j'ai plus eu l'impression de voir Féfé. Alors, je sais peut-être que Ouais. c'est parce qu'ils étaient à un moment sur le marché prescripteur, mais c'est vrai que même en termes d'opération de communication, je les trouve assez présents. Alors après, effectivement, comme tu dis, depuis quelques mois, c'est peut-être un peu moins le cas. Euh, mais bon, écoute, on verra. Alors le truc avec Féfé, c'est qu'ils ont justement, il me semble, il y a 1 an à peu près, ils ont commencé à arrêter de communiquer sur le mot hard seltzer, justement. Ah, très bien. Maintenant, ce qui est mis en avant sur les canettes, c'est que c'est à base de vodka et avec tel et tel arôme. Mais le mot hard seltzer, il me semble qu'il a été totalement gommé du truc. Donc, Ouais, puis une vraie volonté de se développer. Je me souviens hmm, qu'ils ont fait, il me semble, des partenariats avec des rappeurs, notamment avec SCH, je crois. ouais, J'avais vu qu'ils avaient fait une recette ensemble. Donc, ça veut dire que derrière, tu as une vraie volonté de continuer à te développer sur le marché et de toucher un maximum de monde. Donc, bon, écoute, on verra. Hein. Donc, peut-être qu'on en est qu'au balbutiement pour la France sur cette catégorie. absolument. Et ouais, du coup, ce que tu évoques, c'est aussi qu'ils font, bah, ils ont développé des cocktails notamment, donc aussi ou des finalos, des choses comme ça. Il me semble qu'avec SCH, c'est une finalo. Ok, d'accord. Ok. Donc ça élargit encore plus le spectre de référence. Enfin voilà ce qu'on pouvait dire sur les hard sellers aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je trouve. On passe à la news suivante avec une petite news, bah tiens, météo. Il fait chaud à Paris. T'es où là? T'es à Bombonnais peut-être? Non, je suis à Bordeaux. Moi, j'habite à À Bordeaux. Bordeaux. Mais il fait chaud aussi. Mais tant mieux, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Il fait chaud à Paris, il fait chaud à Bordeaux. Il fait chaud aussi en Écosse. Si bien que là, il y a des alertes sécheresse et compagnie. Et là où ça impacte le marché des spiritueux et du whisky notamment, une news assez notable qui est parue ces dernières semaines, c'est Hall Pulteney, qui en fait annonce fermer 8 semaines sa distillerie cet été. Donc voilà, justement pour faire face à ces problématiques de sécheresse, sachant qu'il faut évidemment beaucoup d'eau pour refroidir le condenseur d'un alambic, bah, pour aussi réduire les whiskies, hein, comme ils le font. Donc, ça Euh, fait remonter l'orge également. Donc, effectivement, c'est voilà. Donc, très intéressant. donc, on- donc, un exemple très très concret des impacts actuellement qu'il peut y avoir entre la météo et puis voilà. Si vous pensiez que le marché des spies ou du whisky n'était pas concerné, voilà, la preuve que non. Voilà, je sais pas, est-ce que peut-être à Citadel ou quoi, vous avez des problématiques liées à ça? Ou est-ce qu'il y a localement à Cognac, on vous demande mettez un peu. Je sais qu'il y a eu pas mal de soucis sur la hausse des prix de l'énergie. Il y avait des problématiques potentiellement de délestage, là, quand il y a eu les soucis en fin d'année. Est-ce que vous avez aussi ce genre d'alerte sur l'eau? Alors, on n'a pas eu récemment. Alors après, effectivement, on le sait que sur les mois d'été, on a des restrictions qui sont mises en place, mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Après, nous, pour essayer de contrer justement ces problèmes d'un point de vue de l'énergie, toute la nouvelle distillerie Citadel, par exemple, c'est une distillerie qui est extrêmement économe en termes d'énergie puisqu'elle fonctionne 100% à la vapeur. Et ça, c'est vraiment un choix qu'a fait Alexandre au niveau
au niveau technique pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à Cognac, l'ensemble des distilleries fonctionnent directement à feu nu, donc au gaz. C'est vrai que justement, c'est quelque chose qu'Alexandre a vraiment voulu pour ces distilleries, qu'elles soient la moins énergivore possible. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de restriction au niveau de l'eau sur la production. Et après, c'est vrai qu'on est quand même, n'oublions pas, sur une période à Cognac où l'ensemble des alambics, quasiment tous les alambics sont à l'arrêt. au repos. Donc c'est Ouais. vrai qu'indirectement, à travers la saisonnalité de la distillation, on est quand les alambics et donc le besoin en eau est sur des périodes où il fait plus, où c'est plus pluvieux, on est en hiver et en automne. Donc c'est vrai que bon, c'est moins problématique peut-être dans la région de Cognac, effectivement, du moins d'un point de vue de la distillation et de l'utilisation des alambics. Bon, ça va. Pourvu que ça dure. Voilà. Petite news non loin de là maintenant avec du côté de l'Armagnac. Donc il y a eu quelques chiffres sur la production là sur la campagne 2022-2023 ou je dis des bêtises, non 2022-2023, donc avec 11 531 hectolitres d'alcool pur distillé. Donc voilà, donc ça carbure pas mal du côté de l'Armagnac, avec même donc on a le président du BNIA qui a annoncé que l'objectif c'était 20 000 pour la campagne suivante. Donc on voit que l'Armagnac a le vent en poupe, on va dire. Ouais, c'est bien, on voit de plus en plus même de petites marques et notamment de marques travailler un petit peu sur un principe d'embouteilleur indépendant, aller sélectionner des barriques chez tel producteur. Et il y a des trésors en Armagnac qui aujourd'hui n'a pas encore pu avoir sa révolution, mais elle serait en cours, donc tant mieux. C'est un super spiritueux qui ne mérite qu'être découvert par plein de consommateurs pour le coup. Absolument. Donc voilà, 20 000 peut-être, à suivre dans Distill News l'an prochain, s'ils y arrivent. On va parler un peu cocktail maintenant, et on parlait de triple sec, de curaçao et de margarita de surcroît. Et ben il s'avère que la margarita, ça reste le cocktail le plus vendu aux États-Unis. Donc il y a un nouveau rapport CGA Nielsen IQ qui est sorti, et voilà, margarita, c'est number one. Et à noter, donc derrière, c'est le Martini qui arrive en seconde position et qui a détrôné le Moscow Mule. Voilà, je ne sais pas si les événements géopolitiques ont une influence dans ce petit changement de cocktail. En tout cas, voilà, c'est numéro 1 Margarita, numéro 2 Martini, et ensuite on a le Moscow Mule. Et dans les gros cocktails qui fonctionnent aussi, qui marchent bien, il y a toujours les spritz qui apparemment font les plus grosses progressions, et toujours l'espresso martini qui est un peu le cocktail dont on entend parler à toutes les sauces, même avec du parmesan. Je sais pas si tu as vu ça. Autant, ouais, on en entend beaucoup parler et on voit que de plus en plus dans des bars, c'est de plus en plus facile d'en commander un. Mais par contre, j'avais pas vu la version chili, comme on pourrait dire. Non. Ouais. Mais c'est vrai que la margarita, nous, on le sent parce que notamment aux États-Unis, nos ventes du Ferrand Curaçao classique ont vraiment se portent très très bien grâce à l'engouement qu'on a autour de ce cocktail qui, tu vois, c'est étonnant, mais qui reste assez boudé en France. Hein. Ouais. Tu verras alors, je pense les choses sont en train un peu d'évoluer, mais tu verras, tu as peu de bars, on va dire, de bars à cocktail spécialisés qui proposent qui proposent une margarita au menu. Bien sûr, tout le monde peut la faire, mais c'est vrai que ça reste un cocktail qu'on voit beaucoup moins quand on voit l'engouement qu'on a, notamment aux États-Unis. C'est vrai que ça paraît étonnant, quoi. Il me semble que culturellement, on n'est pas très tequila. On n'est pas très. L'offre n'est pas aussi importante que sur le rhum, sur le gin ou quoi. Ça doit limiter. C'est aussi plus cher la tequila. Donc, Tout à fait. mais voilà, bon, peut-être avec le Mexique à côté des US, il y a tout un truc culturel qui fait que c'est un peu le truc. Et en plus, les eaux-de-vie, alors les spiritueux d'agave aux États-Unis, effectivement, c'est une catégorie qui est énorme aujourd'hui, que ce soit tequila, mezcal ou voire même toutes les autres. On le voit, moi j'ai eu la chance d'être à San Francisco à Noël dernier, et j'étais halluciné dans les liquor stores, dans les caves même sérieuses, de la taille des rayons de spiritueux d'agave comparé au rhum par exemple. C'était 2 à 3 fois plus Ah oui. de références. Ah oui, mais j'étais vraiment impressionné. Et du coup, on se rend plus compte effectivement de pourquoi aussi la margarita est autant populaire, parce que l'offre de spiritueux d'agave est pléthorique, et moi j'étais vraiment impressionné, quoi. Impressionné. Carrément. Mais en tout cas, moi je serais ravi qu'il y ait plus de tequila en France.
si quelqu'un m'écoute, il peut faire ça. Les Allez-y. auditeurs sont branchés, voilà, n'hésitez pas, les importateurs, on vous attend. Voilà, puis ça sera une bonne affaire pour le Ferrand Curaçao au passage. Exactement. Nous, on attend que ça, on vous attend. Voilà, puisque malheureusement, Maison Ferrand peut pas faire de la tequila. On C'est pas... on n'est pas encore implanté au Mexique, pas pour l'instant. Voilà. Je te propose pour finir une petite news bar d'un nouveau bar qui a ouvert à Paris, qui s'appelle le Honeymoon, qui est vers Bastille. Et particularité de ce bar, et c'est ça qui fait que j'en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout est servi à la pression. Donc, c'est 2 anciens du Lulu White qui ont ouvert ça. Voilà. Et il y a donc c'est Ben Cooper et Mike Jordoy. Désolé si j'écorche le nom. Donc, du Lulu White qui ont ouvert ça vers Bastille. Et donc, il y a 38 becs. Pas moins de 38 becs. Ça m'a l'air assez impressionnant. J'ai pas eu l'occasion d'y aller encore, mais voilà. Et ils proposent quelque chose comme 27 cocktails donc pré-batchés. Donc, le taf se fait en amont, en coulisses. Du vin à la pression, un soda à la pression, je crois, et il y a peut-être de la bière aussi, évidemment. Mais voilà, vraiment un lieu pour du cocktail à la pression. Je crois que là, c'est le spot en France maintenant pour ce genre d'offre. Ouais, c'est super intéressant. C'est un beau pari en tout cas, mais c'est super intéressant. J'ai hâte d'aller découvrir également. Et c'est génial. Et voilà, bah écoute, on a fait le tour un peu de la semaine. Je sais pas s'il y a une news qui t'a un peu plus marqué qu'une autre dans ce flow. Bah écoute, cette dernière news justement sur ce bar, donc le Honeymoon avec 38 becs, parce que c'est hyper intéressant parce que c'est moderne et j'imagine que derrière, il y a une volonté aussi de travailler sur des produits en vrac, de pouvoir essayer de limiter tes déchets, tout ça. Donc, on voit derrière effectivement avec les cakes de pré-batch. Donc, je trouve que c'est très bien et je pense que ce type de bar va se multiplier. Hein. On le voit de plus en plus, la demande en vrac, la demande effectivement, pour éviter, entre guillemets, d'avoir un maximum de déchets. Donc, je trouve ça assez intéressant et très impactant et j'espère que ça va bien fonctionner. Bah tiens, ça me permet d'introduire peut-être une autre info là que j'ai vu passer sur Maison Ferrand qui a pas, je sais pas, c'est peut-être pas encore tout à fait officiel, mais vous développez justement des poches au-delà de EcoSpirit, vous développez des poches de je crois l'équivalent de 4 ou 5 bouteilles. Tout à fait, donc c'est totalement officiel, donc on peut en parler puisque ça y est, nous, sur le marché français. Alors, elles ont été lancées déjà sur des autres marchés européens depuis un mois à peu près, mais nous en France, elles sont enfin parties, donc elles arrivent à la Maison du Whisky très prochainement. Et effectivement, donc on a développé des poches en vrac sur 3 références, sur Citadel Original, sur Plantation également, mais donc l'Original Dark et le 3 étoiles. On est sur des poches de 2,8 litres qui représentent 4 bouteilles. Et là, effectivement, l'idée, c'est de réduire notre empreinte carbone d'un point de vue poids, puisqu'effectivement, on réduit drastiquement avec le verre en moins. Et c'est une offre qui va s'adresser principalement à des bars, via notamment des grossistes régionaux. Alors, effectivement, à Paris, EcoSpirit est très présent, donc c'est un marché qui sera peut-être un peu moins prioritaire, mais il y a vraiment quelque chose à faire, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a cette demande en produits vrac qui est très importante et on est assez content d'avoir pu proposer cette solution. Donc oui, on a cette fameuse éco-poche qui vient d'arriver et qui, on l'espère, va bien fonctionner sur le marché. Ouais. Parfait, bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas. Exactement. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ces quelques news, tous ces inputs-là, tous ces insights évidemment sur le yuzu et rouge. Voilà, bah, écoute, on a fait le tour. Super. Bah, écoute, Merci beaucoup. c'est un plaisir d'échanger avec toi. Écoute, et puis De même, grand plaisir si l'opportunité se représente. ça marche avec grand plaisir et puis il faudra que je repasse à Cognac aussi. Bon, Bonne bah, occasion. c'est toujours un changement. À chaque fois, on fait la promesse à tous nos invités quand ils viennent. Si vous revenez 6 mois plus tard, vous verrez des nouvelles choses, les choses auront évolué. Et là, pour le coup, en ce moment, on est en train de finaliser nos travaux à la distillerie sur notre circuit de visite, notre nouveau visitor center qui va être vraiment incroyable. Donc, n'hésitez pas à repasser à la distillerie et n'hésitez surtout pas à repasser si t'es dans le coin. Ok, bah écoute, je suivrai ça et bah, s'il y a un visitor center, évidemment, on l'annoncera dans Distil News. Donc, Génial. abonnez-vous. Super. Voilà, bah merci beaucoup. À très vite et bah écoutez, bonne semaine à tous. Ciao, Merci. ciao. À bientôt. Salut. Ciao.